Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 316e rencontre VLIL déjà. Et ce soir, on retourne aux sources, on retourne aux fondamentaux, on retourne aux éditeurs chouchous, les éditeurs aux Forges de Vulcain avec David Meulmans et son auteur Franck Thomas pour son roman Le Point aveugle qui est sorti très récemment, le 26 avril dernier. Et on a la chance de vous recevoir, Franck, avec un roman, on va longuement en parler, un roman si différent, si singulier, si inexplicable, inexpliqué peut-être aussi. Il y a quand même beaucoup de thématiques abordées, tout en filigrane, tout en subtilité et avec un rapport à la langue qui est extrêmement important. Et on comprend aussi pourquoi vous êtes au catalogue des Forges de Vulcain. Au-delà de la science-fiction, on est aussi dans un rapport à la langue. Et on sait que David Meulmans aime ce rapport à la langue. Alors on va commencer par l'éditeur, une fois n'est pas coutume, pour que David, tu nous présentes qui est Franck Thomas, qui a déjà édité deux autres romans aux Forges de Vulcain, chez Aux Forges de Vulcain, totalement différents, deux autres romans totalement différents, et on en parlera peut-être après avec Franck. Mais d'abord, comment tu as découvert Franck Thomas, son écriture, son projet? Comment tu l'as découvert et qu'est-ce qui t'a plu aussi dans son style, dans son audace, peut-être, et nous raconter ensuite peut-être l'arrivée au point aveugle. Merci Anthony, merci à l'Assemblée de nous rejoindre ce soir. Merci de cette invitation. Franck et moi, tout d'abord, on rencontre parfois l'auteur avant de rencontrer les textes, et c'est un cas de figure dans l'histoire des Forges où j'ai d'abord rencontré l'auteur avant de le rencontrer comme écrivain, même si en fait l'auteur que je rencontrais était déjà un écrivain. C'est que il y a eu plus d'une dizaine d'années maintenant, je vois que sur Twitter, quelqu'un m'a tagué en disant Ah, mais tu as gagné un prix d'écriture. Et je dis, bah, comme j'écris pas, il est très improbable que je gagne un prix d'écriture. Et il s'avère, mais là vous ne le voyez pas, que il y a une quinzaine d'années, dans Franck et moi, nous nous ressemblions un peu l'un l'autre. Et donc, c'était un jeune écrivain qui nous avait confondus l'un et l'autre et qui pensait que j'avais gagné un prix. Et voilà. En fait, c'était une photo qui était très moche, très sombre, très mal prise et qui donnait l'impression qu'on se ressemblait. Et là, si vous avez les deux visages l'un à côté de l'autre, vous vous rendez compte qu'on se ressemble pas énormément. Voilà. Mais Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ton roman? voilà. Non, non, ce qui s'est passé, c'est que ça dit non, j'ai toujours pas d'envie d'écriture, mais ça viendra peut-être un jour. Mais pour l'instant, l'édition me suffit. Mais en fait, on s'est dit qu'on pourrait parler ensemble et donc on s'est rencontrés. On a commencé une longue discussion qui dure maintenant depuis presque 15 ans. Et ce qui m'intéressait au début, c'était que j'avais discuté avec beaucoup de scénaristes et Franck est scénariste. Ce qui me frappait toujours, c'était le soin extrême qu'ils prenaient à construire leurs histoires. Et parce que souvent, à cette époque-là, quand je lisais les manuscrits que je recevais, je pouvais ressentir un petit dépit que je ressens encore aujourd'hui, mais je me suis fait une raison sur le fait que beaucoup de romans ne sont pas très bien construits d'un point de vue scénaristique, alors qu'en fait, le scénario, c'est quelque chose qui repose, je pense, sur quelque chose d'un peu plus rationnel que le reste du roman. C'est-à-dire, dans le roman, il y a la langue, il y a la sensibilité, tout ça. Mais je pense que la partie construire une histoire, c'est quelque chose qui est un peu plus rationnel ou rationalisable. Donc, j'étais un peu triste parfois que des textes où il y avait quelques bonnes idées, où il y avait une vraie langue, soient mal construits. Et donc, je m'étais dit, ça serait intéressant de travailler avec des scénaristes. Donc, en fait, dans le catalogue des Forges, il y a plusieurs scénaristes. Il y a Franck, on va en parler ce soir. Il y a Gilberto Villarroel, il y a Adrien Pochet, et il y a Charles Yu, par exemple, qui a quand même gagné le National Book Award. Donc, en fait, le scénario, ça mène à tout. Sachant que les scénaristes, c'est une espèce intéressante. Et il y a Julia Collin aussi, qui est scénariste. C'est que souvent, euh, quand les scénaristes viennent à l'écriture, ils essayent de trouver dans l'écriture romanesque quelque chose d'autre que dans l'écriture de scénario.
Les romans de Charles Yu sont quasiment inadaptables, même si en fait Chinatown intérieur a été adapté par Charles Yu et sort en octobre à la télé américaine. Mais donc ce qui fait que et puis moi ça me va quand les romanciers arrivent avec des projets qui sont inadaptables en termes audiovisuels parce que je me dis que il faut pas que la littérature ait pour objectif d'être adaptée. C'est-à-dire j'aime pas qu'on voit la littérature comme une sorte de marchepied vers l'audiovisuel. Quand un roman est adapté, c'est très bien, c'est super, mais moi, je reste un éditeur et je le vois plutôt comme un outil, c'est-à-dire une adaptation, ça permet de faire vivre le roman un peu plus longtemps, de le faire connaître par d'autres personnes, et voilà. Et je pense aussi que la littérature a une espérance de vie qui est plus grande que l'audiovisuel, c'est-à-dire que les romans sont adaptés et puis dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, les romans sont toujours là et parfois les adaptations ont été oubliées. Tout ça pour dire que d'une certaine façon, mon rapport à l'audiovisuel est ambivalent. D'un côté, j'aime bien travailler avec des scénaristes parce que ils savent raconter des histoires, construire des récits. Et parallèlement, j'apprécie que quand ils nous proposent des romans, c'est pas des romans où c'est juste une histoire qui se déroule, mais c'est autre chose, c'est-à-dire voilà. Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans le travail qu'on a mené avec Franck sur ces trois romans, c'est qu'à chaque fois, c'est des romans que je trouve très bien construits d'un point de vue scénaristique, mais il y a à chaque fois quelque chose qui va au-delà de simplement l'histoire, parce qu'après tout, les scénaristes ils produisent un scénario et souvent ils ont cette habitude qui est un mélange à la fois d'humilité et d'usage professionnel de dire qu'un scénario n'est pas une œuvre en soi, mais c'est un document technique pour que collectivement une œuvre soit créée qui sera la série télé ou le film. Bon, tout ça pour dire qu'on s'est rencontrés il y a 15 ans, que c'était pour une nouvelle que Franck avait écrite, donc c'était pas pour une œuvre audiovisuelle, mais vraiment pour une œuvre littéraire. Et on a commencé une longue discussion. Et Franck est revenu quelques années après avec son premier roman, La fin du monde est plus compliquée que prévu, qui est une farce, une satire où le dirigeant de la Corée du Nord décède et son fils qui est adolescent annonce qu'il a placé des bombes un peu partout dans le monde et que le monde n'a que quelques jours pour se repentir de toutes les méchancetés que le monde a infligées à la Corée du Nord. Et on va suivre toute une série de bras cassés, une capitaine de gendarmerie, si je me souviens bien. Elle est bien capitaine, elle Oui. n'est pas lieutenante. Oui, c'est ça, elle est capitaine. Un traducteur technique fan de modélisme. Et tout va se jouer dans une sorte de petit village de Bretagne. Et c'est une farce sur la fin du monde. C'est très drôle, c'est très enlevé. Il y a un petit côté vaudeville, il y a un côté galerie de personnages. Et voilà. Donc, ça, c'était un premier roman. Le deuxième roman, Franck est resté dans la satire. C'était L'amour à la page. Ce que j'apprécie avec Franck, c'est que c'est quelqu'un de très, très curieux. Et je pense que c'est une qualité qu'ont pas mal de scénaristes, c'est qu'ils aiment se documenter, ils aiment rencontrer des gens pour récupérer un peu leurs histoires. Et donc, après ce premier roman, Franck a un peu découvert l'édition. Et c'était un peu comme le personnage d'Arlequin qui, au XVIIe siècle, voyage et est toujours un peu étonné de ce qu'il découvre. Et donc, Franck, découvrant l'édition, se dit on va faire un roman sur l'édition. Et L'amour à la page, c'est une très, très bonne satire de l'édition. Et je pense en toute honnêteté que c'est le roman le plus honnête sur l'édition que vous pourrez lire, parce que le but de ce roman, c'était de rompre avec tous les clichés qu'on a habituellement sur l'édition, c'est-à-dire les éditeurs qui fument la pipe en veste de tweed, les auteurs hystériques ou ce type de choses. Donc, c'était un roman qui était très bien. C'était un roman aussi qui parlait de vrais
maison, voilà. Alors, parfois en maquillant un peu leur nom, et voilà. Mais c'était c'était une très belle satire et aussi une très belle histoire d'amour. C'était un peu une comédie romantique aussi, un travail sur la reconnaissance, l'ambition, les ambitions perdues et les buts qu'on se donne dans la vie. Et rapprochant ces deux romans, ces deux premiers romans, on voit un point commun qui est assez fort, c'est la satire. Donc c'est vrai que c'est des récits satiriques, c'est des farces. C'est des mondes sociaux assez différents, mais qui ont un point commun, c'est que c'est des mondes qui arrivent un peu à leur fin. Donc le premier roman, c'était vraiment la fin du monde. Le deuxième, c'est vraiment la fin du monde de l'édition traditionnelle, qui est vraiment en train de paniquer face à l'auto-édition, face à la romance, face à l'intelligence artificielle, sachant que ce roman a 4 ans maintenant, 5 ans. Donc, c'était quand même plutôt en avance sur certains sujets. Euh, et Franck nous revient avec un troisième roman où fait, comme pour les autres, c'est-à-dire qu'il franchit un Rubicon, il va vers des nouveaux territoires, puisque c'est un roman de science-fiction très ambitieux, que je trouve très beau et très émouvant, qu'un roman qui a une langue très particulière, mais c'est pas du tout gratuit, ça reproduit, ça reflète en fait le sens profond de ce roman. Mais, mais, même si en apparence c'est très différent, il y a plusieurs choses qui m'apparaissent importantes et qui montrent que titre après titre, Franck creuse une œuvre et en fait, il y a une cohérence qui se dégage, c'est qu'il y a toujours une forme de fin du monde qui apparaît. Il y a une réflexion sur la transmission, sur qu'est-ce qu'on laisse. Après, je pense que ce qui a changé, c'est que ce roman-là, Le Point aveugle, n'est plus une satire, n'est plus une farce. Euh, voilà. Et puis, comme à chaque fois, c'est ça qui est appréciable, c'est que c'est un auteur qui donne tout dans chaque roman. Donc, à chaque fois, chaque roman, il part dans une direction en se disant, ça sera le seul roman que je ferai dans cette direction. Donc, il faut que je mette toutes mes forces, toute ma passion dedans. Et voilà. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que je trouve que c'est un peu dommage de servir les mêmes plats aux invités à chaque fois. Et donc, là, on a quelqu'un qui a tout donné pour un très très beau roman de science-fiction. Eh bien voilà, la parole est à la défense. Franck Thomas, tout est correct? Est-ce que tout est vrai, Franck? Alors, tout est vrai. Je suis toujours très impressionné par la capacité de David à se rappeler de tout déjà et à le mettre en forme de façon si pertinente, si cohérente. Je n'ai rien à rajouter, votre honneur. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire de scénario, parce qu'en effet, vous êtes auteur et consultant en scénario pour le cinéma et la télévision. Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer en littérature, à franchir le pas de ce monde si particulier également, qui en effet, comme l'a dit David et l'a très bien décrit, est un projet de base pour une aventure commune. Là, vous êtes seul en tant qu'écrivain. Est-ce qu'il y a cette difficulté? Est-ce qu'il y a cette envie d'aller plus loin pour finalement explorer tous les champs que vous avez envie d'explorer, mais de manière totalement solitaire, avec en duo avec David, bien entendu, sur l'éditeur qui aide, évidemment, et qui oriente parfois. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans ce monde-là? Je crois que c'est la liberté et les immenses possibilités qu'offre la langue, tout simplement. Dans l'audiovisuel, on est au service de l'image et donc ce qu'on écrit, c'est des images. Et c'est par les images, par l'action que se transmettent les émotions et qu'on comprend le sens des choses. En littérature, il y a une dimension supplémentaire qui est la dimension poétique de la langue. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument unique, qui est un plaisir particulièrement fort, je trouve, au moment de la création, au moment de l'écriture. Et, on retrouve ce qu'a dit David, cette joie de la construction scénaristique, qui est même encore plus grande parce que, comme vous l'avez dit, on est tout seul et donc
il y a de compte à rendre à personne. Quand on travaille avec un réalisateur, avec des producteurs, oui, et puis après, il y a d'autres étapes, il y a d'autres personnes à qui rendre des comptes. Au fond, on est assez peu libre, on peut proposer des choses, mais très vite, en fait, c'est une histoire qui s'écrit à plusieurs, à vraiment beaucoup de monde, avec chacun des intérêts qui ne sont pas forcément des intérêts artistiques. Et là, il n'y a qu'une personne à convaincre, au fond, c'est mon éditeur. Et un éditeur en plus en qui j'ai énormément confiance, avec qui il y a une relation d'estime, d'amitié qui s'est nouée, et avec qui le dialogue est très facile et très fertile à chaque fois. Donc c'est vraiment un immense plaisir. C'est un éditeur aussi qui a pas peur de prendre des risques. Et là, je pense que ce roman, Le Point aveugle, je ne sais pas combien d'éditeurs auraient pu accepter de l'éditer, de le publier, parce que c'est un roman exigeant, c'est un roman ambitieux, et il n'a pas une garantie de retour sur investissement immédiat. Voilà, il y a il y a une confiance énorme en fait de la part de David qui permet de faire des projets fous, de les envisager, de les mener à bien, d'être accompagné. Ça, c'est très important. C'est peut-être quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est que ce projet, il est né donc en 2019, il y a 5 ans. En réalité, les premières idées ont commencé avant, mais le travail vraiment de conceptualisation de l'histoire a commencé en 2019. Et très vite, j'ai senti que c'était quelque chose pour lequel j'étais peut-être pas suffisamment équipé. Ça m'a paru tellement énorme que jusqu'à donc il y a quelques mois, jusqu'en septembre 2023, le moment où je suis arrivé jusqu'au bout de la première version, et je n'étais pas sûr d'arriver ou d'être capable d'écrire ce roman. Et donc, il a Par rapport fallu à quoi? vraiment. Par rapport à quoi, Franck? Par rapport à la difficulté de la langue, par rapport à la construction du récit, à la finalité du récit? Quelle a été la première difficulté? Alors, la première difficulté, ça a été la création de la langue, effectivement. En fait, il y a eu tout un. J'ai eu la chance de bénéficier d'une résidence et d'une bourse d'écriture de 6 mois dans l'Est de la France, grâce à la région et à la DRAC Grand Est. J'étais à Val-de-Briey, dans la Cité radieuse. Et ces 6 mois m'ont permis de. Sans ça, je pense que je n'aurais jamais pu écrire ce livre. J'ai eu le temps, la disponibilité nécessaire pour expérimenter, pour aller rencontrer cette langue nouvelle qui était à créer, euh, prendre le temps aussi de construire l'univers. Ça a été très long parce que pour moi, c'était nouveau. Je ne suis pas du tout un auteur de science-fiction au départ. Je ne suis même pas un très, très grand lecteur de science-fiction à la base. Et donc, imaginer cette langue, imaginer cet univers, trouver leur cohérence, et puis concevoir le récit, la narration, la structure dramaturgique qui est pas tout à fait évidente non plus. Mon exigence, c'était que les deux, évidemment, soient cohérents, la forme et le fond, et qu'il n'y ait pas il y a rien qui soit gratuit. C'est-à-dire que on puisse pas se dire, ah bon, bah là, il y a un petit moment, c'est joli, mais ça aurait pu être enlevé. Il y a cette exigence que tout ce que j'apporte dans le récit, dans le roman, eh bien, il est au service du projet. Et notamment, c'est peut-être l'exigence scénaristique qui voulait ça, c'est que il n'y ait pas de moment où on puisse s'ennuyer, où j'avais envie d'un roman assez dense, au fond. Il est assez court, je crois qu'il fait 270 pages, quelque chose comme ça. Il est Et dense. Il est dense. il est dense, voilà. Et ça, c'est quelque chose que je voulais. J'avais envie d'un roman assez court et qui soit pas. Parce que je pense qu'on aurait peut-être pu écrire 1000 pages, mais d'une part, je sais pas si j'aurais réussi, je sais pas si j'aurais tenu. Et puis, c'était pas ce que je voulais. Je voulais vraiment quelque chose qui soit un peu sec, qu'on traverse assez rapidement. Et bref, donc il y avait beaucoup de strates comme ça, la langue, l'univers, la construction dramatique, trouver la cohérence. Et puis aussi, il y a une dimension des connaissances scientifiques. Je voulais une proposition qui soit pas réaliste, mais en tout cas plausible. Et j'avais envie, moi c'est quelque chose que j'adore en fait quand je lis ou je vois des histoires,
J'adore apprendre des choses tout en suivant une histoire. Et je trouvais que c'était peut-être l'occasion aussi là de pouvoir proposer, en plus d'idées propres ou de thématiques, une petite plongée dans la connaissance des sujets que j'explorais. Et j'avais envie de le faire sérieusement, donc il a fallu que je me documente. Voilà, ça faisait beaucoup de choses finalement. Et par moments, le doute était très très fort sur est-ce que j'arriverais à ce que toutes ces ambitions-là fassent un ensemble qui soit cohérent et qui se tienne et qui soit agréable en fait à parcourir. David, tu interviens évidemment quand tu le souhaites, hein. Euh, Ah bah, je peux intervenir juste sur un point. Alors, tout d'abord, je remercie Franck pour ce qu'il a eu la gentillesse de dire, mais euh, il y a le compagnonnage des éditeurs, les auteurs et les autrices, mais il y a un autre compagnonnage auquel j'ai beaucoup pensé ce week-end, c'est qu'il y avait un festival de l'édition indépendante à Saintes, en Charente, et c'était l'occasion de croiser d'autres éditeurs. Et c'est pas si fréquent qu'on puisse passer du temps avec d'autres éditeurs, notamment des éditeurs indépendants. Et je me rends compte en fait que les éditeurs indépendants, les éditrices indépendantes, euh, ce qui les en fait, l'édition, ça a toujours été difficile. Ça a toujours consisté à. C'était Christian Bourgois qui disait que éditer, c'est faire lire aux gens des livres qu'ils n'ont pas envie de lire. Voilà. Et il suggérait que. Mais c'est ces livres-là qui resteront parce que les gens y reviendront. Et dans ce compagnonnage avec des éditeurs indépendants, il n'y a pas très longtemps, j'ai pu croiser Mathias Echenel, le fondateur de la Volte. Donc la Volte, c'est notamment eux qui ont lancé Alain Damasio, qui, alors non seulement est le plus gros vendeur de science-fiction francophone, mais c'est un des plus grands vendeurs de livres en France. Et que on aime ou qu'on n'aime pas son esthétique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses idées, c'est quelqu'un qui a apporté quelque chose. Et quand je discute avec son éditeur, en fait, il me rappelle que lui, il y a plus de 20 ans, la maison a été créée pour publier La Horde du Contrevent, qui est devenu un classique de l'imaginaire francophone. Et en fait, à l'époque, personne n'en voulait parce que La Horde du Contrevent, c'était quelque chose avec une certaine inventivité typographique. Les gens disaient, c'est n'importe quoi, c'est gadget, ça sert à rien. Et puis, ce n'était pas le cas. En fait, c'était cette inventivité formelle, c'était quelque chose qui était fondamental dans le texte. Et au début, La Horde du Contrevent, ça n'a pas été un succès. Et puis petit à petit, ça s'est imposé. Et ça s'est imposé parce que le texte était fort et parce que quand on pense qu'un texte est fort, il faut le sortir et il trouvera son chemin. Voilà, ça sera peut-être un chemin difficile et long, ou peut-être pas, mais c'est pour ça qu'on fait de l'édition, en fait. C'est pour que des textes restent plus tard, quoi. Et pour moi, le point aveugle, ça m'a passionné de travailler avec Franck. Ça me passionne aussi de voir la réception de cette œuvre, parce que c'est une œuvre où on a déjà des coups de cœur passionnés, mais avec un niveau de passion qui nous effraie un peu, voilà, par moment. Et puis, en toute honnêteté, on a aussi eu des gens qui nous ont dit, oh là, c'est difficile comme texte, c'est la pente est dure, quoi. Mais je pense aussi que c'est bien de se rendre compte que 99% du patrimoine littéraire francophone, c'est des livres dont la pente serait considérée comme dure aujourd'hui. Voilà, et que la lecture, ça reste un effort. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que même si moi j'aime bien les séries télé ou voilà, enfin, à petite dose, notre but c'est de voir ce qu'on peut apprendre des autres industries créatives, mais c'est pas de courir derrière ces industries créatives. Et il y a une difficulté qui est dans la littérature et un sens de la langue qui est quelque chose de fondamental et sur lequel il faut pas renoncer. Voilà. On reviendra sur la langue évidemment après, puisque c'est aussi un premier point d'accès du livre. Il y en a plusieurs, mais c'est un premier point d'accès et qui est frappant dès les premières pages et qui en effet peut faire chuter quelques lecteurs, c'est évident. Mais Franck l'explique très bien quelques pages plus loin, donc c'est dommage d'arrêter si tôt. Alors j'aimerais qu'on revienne sur votre œuvre en général, Franck.
puisque vous passez d'une farce, d'une satire à quelque chose de plus satirique, mais de quelque chose qu'on connaît davantage comme le monde de l'édition. Et ensuite, vous arrivez au point aveugle. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Franck Thomas pour avoir un degré d'exigence aussi fort vis-à-vis d'un lecteur? Pourquoi avez-vous fait ce choix d'une difficulté dans un monde, dans une société aujourd'hui où, en effet, David l'a dit, la littérature, la lecture reste un effort, mais c'est, à mon sens, pas le cas de 99% des gens qui lisent. C'est un choix fort, c'est un choix extrêmement courageux, puissant. C'est aussi un tour de force littéraire, mais il y a une volonté derrière. Est-ce qu'il y a une volonté de rester dans le patrimoine, dans le fond de la littérature, ou au contraire, essayer de trouver des points d'accès différents pour trouver des nouvelles langues, pour enrichir la langue? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'auteur quand on décide de créer une telle œuvre? Merci pour la question. C'est la première chose, je pense, c'est que comme j'imagine tous les auteurs, j'écris des livres que j'aurais envie de lire. Et je crois que même si j'étais pas un énorme lecteur de science-fiction, et peut-être à cause de ça d'ailleurs, et j'ai souvent été déçu par la forme des romans de science-fiction que j'ai pu lire. Je trouvais qu'il y avait une grande inventivité dans l'histoire et j'étais souvent un petit peu déçu. Je restais un peu sur ma faim au niveau de la langue, de la forme que ça prenait. Donc ça, je pense que c'est un des aspects importants dans mon choix. Et puis, pour me mettre un peu en perspective avec les deux romans précédents que j'ai écrits, je crois que le premier, il y avait cet humour un peu cynique, ironique, qui était une façon au fond, de survivre à l'absurdité du monde et avec la volonté d'en rire plutôt que d'en pleurer. Euh, Ensuite, c'était un peu le même phénomène au fond dans le milieu de l'édition, après la découverte de l'édition. Et puis, je crois que comme pas mal de monde aussi, aujourd'hui, je me suis dit, ben, au fond, c'est facile d'être dans la critique. C'est facile de pointer ce qui ne va pas. C'est facile aussi d'écrire, enfin, c'est facile. C'est plus facile, disons, d'écrire une dystopie, par exemple, d'aller pousser tous les curseurs de ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans la société, et puis il y en a un paquet, pour dire comment est-ce que ça pourrait être encore pire. En réalité, je crois que tout le monde imagine assez bien comment ça pourrait être pire. Et donc, il y a une certaine facilité. Puis surtout, ça ne sert pas à grand-chose, au fond, du point de vue, si on estime que la littérature peut avoir une utilité. Mais en tout cas, à titre d'être humain, la contribution que j'ai envie d'apporter, c'est pas forcément d'aller dans le sens de dominant, enfin d'aller dans cette facilité-là. Je me suis dit, au fond, plutôt que de se moquer, il est important, je crois aujourd'hui, on a besoin, au fond, en tant que société, de, de penser des imaginaires nouveaux. On est vraiment en pénurie de récits collectifs, en fait, qui seraient capables de porter une vision, qui seraient capables de nous permettre de surmonter le pessimisme et puis toutes les menaces qui nous guettent. Et je crois que c'était ça qui m'a vraiment guidé, l'envie de faire une proposition forte qui soit, ouais, qui soit vraiment une proposition, c'est-à-dire que j'ai aucun pouvoir de préscience, c'est pas non plus une vision éthérée, et c'est pour ça aussi que je voulais que ce soit vraiment enraciné dans le réel, et que j'ai fait ces recherches scientifiques. Et j'ai eu envie de faire cette proposition inédite, originale, qui amène à penser au fond. Et la langue participait de ce projet-là, de nouvelles sociétés, de réflexion sur, au fond, qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qui peut faire société à nouveau entre nous. Et je ne crois pas avoir proposé une utopie, mais plutôt, comme dirait Ursula Le Guin, une utopie ambiguë, c'est-à-dire un espace de réflexion à partir duquel on peut imaginer des choses nouvelles. Et c'est ça qui est intéressant et un immense point positif du livre, c'est qu'en effet, contrairement à 99% des auteurs de science-fiction, vous ne jouez pas sur ces
ces faiblesses actuelles, que ce soit la pollution, la surpopulation, les guerres, les ressources énergétiques, vous allez au-delà, vous allez sur les questionnements de soi-même. Et j'aimerais que vous nous parliez de ça, de ce questionnement sur vous-même. Comment trouver sa place dans ce monde? Comment peut-on être seul avec ce trouble-là de cet enfant que vous mettez en avant? C'est quand même un domaine qui est encore très peu amené au niveau scientifique. Vous remerciez à la fin, je crois, un livre sur le cerveau, sur des questions scientifiques extrêmement poussées sur le cerveau. Mais qu'est-ce qui fait que Frank Thomas écrive sur une fillette de 10 ans qui s'interroge sur la place qu'elle a dans ce monde? Ah, bah, écoutez, j'ai envie de répondre comme Flaubert, hein. Ce personnage, c'est moi, dans le fond. Et si, alors, je ne sais pas dans quelle mesure l'enfant que j'ai été ou que je suis encore euh, cherche à résoudre quelque chose par ce roman. Mais j'ai eu envie, en tout cas, que ce soit un récit d'apprentissage, une traversée de l'enfance, des difficultés, des solitudes, des joies aussi. Et comme je vous l'ai dit, il y a ce projet-là d'emmener vers un nouvel imaginaire collectif. Et donc, c'est peut-être le chemin de l'individu vers le collectif. Et ce travail-là de maturité progressive, difficile, avec énormément de questions qui se posent. C'est une très bonne question et c'est une- je vais y réfléchir plus sérieusement pour les prochaines fois. Mais oui, je crois qu'il y a, dans le fond, ça fait écho à mes propres angoisses là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive chacun, nous, chacune, avoir la possibilité d'être pleinement soi-même et en même temps en adéquation avec les autres. Comment est-ce que cette contradiction inhérente à tout groupe humain, euh, eh bien, comment est-ce qu'on peut trouver une solution acceptable? Je- donc, il y a une proposition dans le roman qui est à découvrir au fur et à mesure et qui pose d'autres questions, évidemment. Il pose des questions notamment sur les passages de témoins entre l'adolescence et le monde adulte, notamment. Là aussi, on voit derrière tout cela le rôle de l'auteur, peut-être l'expérience, l'intimité de l'auteur, la vie personnelle de l'auteur, peu importe. Mais il y a aussi dans ce roman-là, en effet, vous parlez d'apprentissage, mais on est clairement dans un roman d'apprentissage. On est clairement dans un roman où il faut prendre du temps, où il faut patienter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie, la plupart des lecteurs ont envie d'avoir du suspense, ont envie d'avoir quelque chose qui est où il y a un événement par page, par exemple. Ce n'est pas le cas ici. Mm. On prend son temps tout en ayant du rythme. C'est ça qui est surprenant. En fait, votre roman, c'est quasiment du jamais vu. J'ai jamais lu quelque chose de tel. Et David a une culture bien plus grande que moi en science-fiction. Et je pense je suis pas sûr, mais tu me diras, David, mais c'est difficile de rapprocher Frank Thomas, ce livre-là en tout cas, d'un autre univers. C'est frappant parce qu'on a l'impression de pas forcément tout comprendre, mais en même temps, on a des pistes. On a l'impression de tout comprendre et au final, parfois, on chute. C'est déstabilisant, c'est surprenant. Est-ce que tu as déjà lu ce genre de choses, David? Est-ce que tu as déjà trouvé des influences littéraires ou des accointances particulières avec ce roman-là? Franck en cite hein, quelques-unes, à la fin notamment, il y en a beaucoup. Mais je n'ai évidemment pas tout lu. Je pense que tu seras plus à même de répondre à cela, mais on a l'impression qu'il est insaisissable en fait dans son Hmm. écriture. Je pense que, alors, ce week-end, j'ai donc croisé d'autres éditeurs et éditrices de l'édition indépendante et j'ai croisé Emmanuel Colas. Et Emmanuel Colas, elle rappelait qu'il faut toujours assumer la personne qu'on était avant d'être éditeur. Elle était historienne de l'Antiquité. Et moi, j'étais philosophe. Donc, j'ai ma résolution, je ne sais pas combien de temps ça tiendra parce que ça fait que 24 heures que je l'ai prise, c'était d'assumer le fait que j'étais enseignant-chercheur en philosophie dans le passé. Et en fait, donc, je vais faire mon philosophe et sortir un philosophème. Mais en travaillant avec Franck, je repensais à un auteur qui est un épistémologue du XXe siècle qui s'appelle Thomas Kuhn, qui a écrit un livre qui s'appelle La structure des révolutions scientifiques. Et il a cette idée, c'est que les révolutions scientifiques sont souvent provoquées par des ignorants.
Et Franck, tout à l'heure, a parlé, il s'est dit qu'il se sent un peu comme un ignorant parfois en science-fiction. Mais Kuhn nuance un tout petit peu et dit euh, les révolutions scientifiques sont faites par des gens qui sont des ignorants d'un domaine scientifique, mais qui sont souvent très forts dans un autre domaine scientifique. Donc, il prend comme l'exemple le fait que l'optique moderne, ça a été créé par Dalton, qui était un chimiste. Enfin, voilà. Et d'une certaine façon, Franck, il y a quelque chose de très radical et de très neuf, parce que dans sa manière d'écrire, il rompt avec, pas volontairement, mais parce que c'est pas un milieu qu'il connaît très très bien, je pense, il rompt avec une certaine manière d'écrire. Par contre, comme c'est quand même quelqu'un qui lit beaucoup, qui a vu beaucoup de films, beaucoup de séries télé, il a absorbé énormément de tropes de la science-fiction. Par exemple, hier, je voyais des affiches pour le nouveau Planète des singes. En fait, le grand roman de Pierre Boulle, c'est un roman qui parle d'évolution et de dévolution. Et ben, le roman de Franck, c'est une contribution à l'histoire littéraire de l'évolution et de la dévolution, qui est un trope très important parce que euh, il y a bien sûr la planète des singes, mais si on revient, je crois, en 1863 ou 65, il y a ce livre qui s'appelle Erewhon de Samuel Butler, qui est une sorte d'utopie-essai, qui est un texte sur l'évolution, parce que c'est un texte qui est une réponse à Darwin, et qui est le premier texte où on parle de la révolte des robots, par exemple. Donc, il y a tous ces liens apparaissent. Par exemple, Franck, lire son roman, ça m'a fait penser à un ouvrage d'Arthur C. Clarke. Alors, Arthur C. Clarke, il est plutôt connu pour 2001, mais il y a un autre roman d'Arthur C. Clarke que je trouve remarquable qui s'appelle Rama. Et Rama, c'est l'histoire d'un vaisseau qui s'approche de la Terre. On ne sait pas si c'est un vaisseau, si c'est juste un caillou, peut-être, voilà. Et donc, les êtres humains envoient une sonde habitée pour aller voir ce qu'il y a sur ce vaisseau. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est un vaisseau. Comment dire, ce que va faire Arthur C. Clarke, c'est essayer de nous faire sentir à quel point il peut y avoir une intelligence différente de la nôtre. Et ce côté, être complètement utiliser notre langage pour figurer d'autres langages, ou d'autres humanités, ou même des choses qui sont l'autre de l'humanité, c'est quelque chose que je trouve toujours assez fascinant. Moi, ça m'a fait penser aussi au livre de Tristan Garcia. Alors, j'ai oublié le titre sur un singe où c'est le point de vue du singe qui est expliqué, c'est donc à la première personne, c'est un singe qui a été modifié pour être plus intelligent et petit à petit, il va retourner à l'état naturel. Donc en fait, lisant le roman de Franck, je lui trouvais des échos multiples. Et pour un point, oui, c'est ça, Mémoire de la jungle, merci beaucoup. Euh, mais par contre, en science-fiction, c'est vrai que ce qui est particulier, c'est qu'il y a une partie de la science-fiction qui a souvent été écrite par des gens qui viennent plutôt de la presse, donc ils sont plutôt formés à avoir une écriture très directe, très transparente, très tournée vers les faits. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'auteurs de science-fiction qui ne sont pas des grands stylistes. Et c'est pas juste de ne pas être des grands stylistes, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'interrogation sur la langue. Ce qui est un peu étrange quand même de faire œuvre littéraire sans du tout se poser des questions sur la langue. Mais il y a ceux qui se sont vraiment posés des questions sur la langue ne sont pas si nombreux que ça. Il y a Ursula K. Le Guin qui a cité Franck, qui était aussi poétesse et qui a mis en scène la question de la langue dans certaines de ses œuvres. Donc, que ce soit ses œuvres de science-fiction ou surtout dans Earthsea, qui est son grand cycle de fantasy, qui est une réflexion sur la puissance des mots, enfin, entre autres choses. Voilà. Alors après, il y a aussi autre chose que si vous n'êtes pas lecteur de science-fiction, ça vous ne percevez peut-être pas, c'est qu'il y a aussi une tradition dans la science-fiction d'auteurs illisibles parce qu'ils veulent faire du style. Donc on sait que dans le public de science-fiction, il y a des gens qui sont capables d'escalader des parois verticales à 98 degrés avec le piolet. Donc, sauf que parfois, ce sont des textes qui sont illisibles, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Voilà. Mais par exemple, la lecture de Franck, ça m'a fait penser aussi à Stanislas Lem, cet auteur polonais, l'auteur de Solaris, qui est
pas un auteur si facile que ça à lire. C'est donc c'est à la fois, en fait, c'est à la fois, il y a un effet de surprise. Et je pense que c'est important quand, que chaque livre soit vraiment un livre nécessaire et apporte quelque chose d'original. Donc il y a un effet de surprise en lisant le roman de Franck, mais après, à mesure qu'on rentre dedans, et puis c'est un livre qu'on relit, qu'on rumine, en fait, on perçoit des centaines d'échos qui sont des échos de la littérature de science-fiction, mais aussi de la littérature générale ou de la littérature comment dire, d'essais qu'on lit aujourd'hui sur l'humanité, sur la survie de l'humanité, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais voilà. Et puis après, quelque chose que moi j'ai apprécié dans la lecture, c'est que ce n'est qu'une alternance de points de vue. Et donc, il y a beaucoup de choses qui passent par le corps. Il y a quelque chose, alors c'est pas sensuel, mais c'est sensualiste. C'est-à-dire le corps, les sensations, les couleurs, les odeurs, tout ça qui est censé en fait voilà, j'étais sur sur le point de vous raconter un philosophème du XVIIe siècle, mais je vais m'arrêter là. Mais voilà. Non, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que comme on a les points de vue de ces personnages, et en fait, ils sont souvent au début du texte un peu désorientés comme nous, le lecteur, la lectrice. Voilà, il y a quelque chose de très empirique dans la manière où ils essayent d'absorber, surtout comment l'héroïne cherche à absorber ce qui est autour d'elle pour essayer de comprendre ce qu'il y a autour d'elle. Et en fait, c'était une question classique de John Locke qui dit que quand deux personnes regardent le ciel et que l'une dit à l'autre le ciel est bleu, en fait, certes, elles tombent d'accord sur cette convention de dire qu'il est bleu, mais vraisemblablement, le bleu de l'un n'est pas le bleu de l'autre. C'est ce qu'on appelle la question des qualia. Et c'est une question philosophique classique qu'on retrouve dans ce roman, qui est aussi une réflexion sur la conscience humaine. À partir de quel moment est-on un être humain? On est un être humain à partir du moment où il y a des qualia et que justement les autres grands singes, puisque les êtres humains sont des grands singes, n'ont vraisemblablement pas la même perception que nous des qualia. Et là, je pense que j'ai perdu plusieurs personnes. Ça y est, tout le monde vient de se déconnecter. Merci. Voilà. Hein, ça s'appelle le point qualia. Voilà. point qualia. Mais peut-être qu'on peut rebondir, je peux rebondir sur ce que tu viens de dire à propos du corps et des corps, effectivement. Oui. Dans l'écriture, c'était une volonté très forte de ma part d'avoir une écriture du corps, une écriture beaucoup moins que j'appellerais sensorielle. Et aussi peut-être par opposition à beaucoup de textes de science-fiction où ce sont les idées qui guident le texte. Et j'avais envie vraiment qu'on soit mené dans cette découverte. Comme tu l'as dit, David, aussi, on est à chaque fois dans des points de vue internes. Donc, on est avec des personnages qui découvrent. euh, Nous découvrons avec eux le monde dans lequel ils vivent. Et il y a cette découverte par le corps, et ce corps a une place très importante dans l'intrigue aussi. Je voulais aussi peut-être préciser que si le texte est un peu ardu, notamment au début, où il faut accepter d'être un peu perdu par la langue, par l'univers, par l'intrigue qu'on ne maîtrise pas encore vraiment, une des exigences très fortes que je me suis donnée, c'était que toutes les questions qu'on est amené à se poser trouvent une réponse, et une réponse que j'espère satisfaisante. Mais il n'y a pas, il y a aucune étrangeté gratuite. La, la langue n'est pas juste poétique pour le plaisir. Il y a quand même cette exigence de poésie quand même dans la langue. Mais voilà, tout ce qui peut nous perdre au départ, normalement, trouve des réponses à la fin du bouquin. Et Ou progressivement jusqu'à la fin. je voulais dire quelque chose là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a frappé en discutant avec Mathias Echnet des éditions de La Volte. C'est qu'en fait, c'est vrai que j'étais
c'est un roman que j'aime profondément, mais je l'ai apporté voilà, avec une certaine forme d'anxiété de me dire comment les gens vont réagir. Et je pense qu'une des grandes forces de l'édition indépendante, c'est qu'on défend les textes sur le long terme. Et défendre les textes sur le long terme, ça permet souvent de défendre des textes plus exigeants, qui sont moins immédiats. Mais en fait, avec le temps, quand un texte s'impose petit à petit, euh, on ne pose plus des questions sur est-ce qu'il est lisible, est-ce qu'il est facile et tout ça. La question de la facilité, on la pose que quand on fait de la fast littérature, c'est-à-dire on veut que ça soit rapide. Alors, il y a beaucoup de textes des Forges qui sont accessibles, en fait. Je ne suis pas en train de dire que on fait un tournant esthétique et on va faire que des livres qui vont être difficiles, attention. Mais je pense que La Horde du Contrevent de Damasio, c'était pas un livre facile. Et c'est simplement parce que c'est un livre dont on sait que maintenant des centaines de milliers de personnes l'ont lu, on n'ose plus poser la question de sa complexité. Parce qu'en fait, la réception, l'établissement fait que cette complexité disparaît. Tout comme il y a des classiques de la littérature qu'on a lus au lycée, ou qu'on a trouvé naturel de les lire et on n'osera pas dire qu'ils sont compliqués, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout des textes accessibles. Et je peux donner un exemple au sein même du catalogue des Forges. Il y a 10 jours, lors de la grande librairie, il y a toujours une vignette par un ou une libraire, eh bien, où la libraire du mercredi soir va sélectionner 3, 4 titres qui sont pour elle des titres importants. Et il y a Gersande de la librairie L'Esperluette à Chartres qui, quand on lui a demandé citez-nous un livre, un roman important pour vous, elle a dit Souviens-toi des monstres de Jean-Luc Deschanel, qui était le premier roman de Jean-Luc Deschanel, sorti en 2018. Et elle a dit c'est un des textes qui l'a le plus marqué. Et petite anecdote, c'est que comme les gens de la Grande Librairie n'avaient pas vérifié, c'est la deuxième fois que ce roman est un coup de cœur d'une libraire au sein de la Grande Librairie, et c'est la seule fois qu'un roman a été 2 fois coup de cœur, et ça veut dire que en fait c'est un roman qui vit parce que Souviens-toi des monstres, ce n'est pas non plus un texte facile. C'est 500 pages très magiques où on est très souvent déstabilisé. Et pourtant, c'est un roman dont l'assise s'étend petit à petit. C'est un roman qui a été traduit dans une dizaine de pays. Et c'est un roman qui, 6 ans après sa publication, a eu une nouvelle édition, a de plus en plus de lecteurs. Et voilà, la conquête est encore en partie devant nous. Mais voilà, c'est vrai que au moment où on lance un roman, on doit un peu amadouer les gens et vous dire oh, attention, les 10 premières pages, vous allez être déstabilisés, mais après, vous en faites pas, toutes vos questions auront des réponses. Mais je suis très confiant sur le fait que l'édition indépendante peut pousser ce type de livre et que les éditeurs de groupe ont plus de mal à le faire parce qu'on va leur demander d'avoir des résultats très, 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 très rapidement et qui n'ont souvent pas d'outils pour relancer les livres. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'outils pour continuer à se battre pour un texte au bout de 3 mois, 6 mois ou plusieurs années même. Alors, puisque je reçois beaucoup de messages sur la langue, parce qu'on a, en effet, on a beaucoup teasé là, en effet, mais pour ceux qui n'ont pas encore lu le texte, c'est très difficile de voir de quoi on parle. Alors, j'aimerais que vous nous parliez, Franck, justement, de cette langue. Comment vous avez construit cela? Comment vous avez imaginé toutes ces strates, tous ces mots, toutes ces finitions, ces terminaisons de mots qui se sont agrégées? Vous allez peut-être nous lire un extrait aussi, alors j'espère que c'est un extrait qui justement fait appel à cette nouvelle langue, mais j'aimerais que vous nous parliez de ça parce que c'est en effet une immense thématique du livre, et clairement, on ne peut pas passer outre, et j'aimerais qu'on en dise un petit peu plus sur cette langue. On ne pourra pas tout dire, mais en tout cas, on pourra en dire un certain nombre d'éléments. C'était un exercice de style très périlleux, et comme vous l'avez dit, ce n'est pas gratuit, tout a une explication peu à peu qu'on avance. Et je vais citer un passage d'ailleurs dès le début du livre. Donc en effet, il faut passer les 10 premières pages qui peuvent être déstabilisantes, mais ensuite, tout s'explique plutôt bien. Et vous avez une théorie dans le livre, et c'est ça qui est très intéressant. Je trouve que c'est aussi une nouvelle façon de penser les choses dans le monde littéraire. Et donc vous écrivez au lecteur, vous êtes sûrement encore perdu pour l'instant, mais n'ayez pas peur.
Apprendre une langue, au début, c'est comme traverser les premières pages d'un livre. On ne comprend quasiment rien, à peine quelques bribes. Ça demande du temps, de la patience. On peut se lasser, s'énerver, avoir envie d'abandonner. À ce stade, je sais que vous ne saisissez pas grand-chose de mes propos, et je dois vous prévenir, il y a encore pas mal d'étapes à franchir. Mais petit à petit, tout va s'éclairer. Je vous le garantis. Accrochez-vous, ça en vaut la peine. Une langue, c'est comme un livre, c'est un nouveau pouvoir de rencontre, un moyen de se mettre à la place de l'autre. Merci de m'accueillir dans votre vie et de poursuivre l'apprentissage du français. J'en ai un petit peu trop dit, mais c'est pas grave, peu Non, c'est bien. importe. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses sur le livre. Je trouve que c'est peut-être le passage qui donne le plus de portes d'accès à chaque lecteur. Alors, j'ai peut-être pas forcément prononcé les C muets au bon moment, mais j'avoue que c'était pas évident. Mais c'est lisible, c'est audible. Alors, il y a des passages qui sont peut-être un petit peu plus ardus, mais je trouve que ce passage-là dit beaucoup de vous et dit beaucoup de l'intention de l'auteur derrière ce roman-là. Racontez-nous cette histoire de langue, racontez-nous ce fonctionnement, racontez-nous cette construction finalement qui s'étend du début à la fin ou presque. Et c'est ça qui est très fort, c'est que vous arrivez à tenir le pari jusqu'au bout d'une langue qu'on ne connaissait pas, et finalement on pourrait aussi s'interroger sur la valeur du neutre dont vous parlez aussi à un moment donné. Qui aurait cru il y a 30 ans qu'on inventait le yel aujourd'hui? Il y a quand même beaucoup de réflexions là-dessus. Il y a de l'inclusion, bien entendu, mais j'aimerais que vous nous racontiez cette grosse partie, cette grosse thématique de la langue. Oui, oui, en effet, c'est une grosse partie. Alors, la création de cette langue, l'un de mes premiers, je crois que l'exigence dans la création de cette langue, c'était qu'elle puisse répondre à plusieurs, à plusieurs, oui, plusieurs exigences, justement. La première, c'était elle reste lisible pour un lecteur ou une lectrice d'aujourd'hui. C'était vraiment il fallait que la marche à gravir pour pouvoir la comprendre soit la plus petite et la plus agréable possible. Et la nécessité de créer cette langue, c'était d'inventer finalement la façon qu'aurait de parler et de penser aussi des personnages dans cet univers. Puisqu'on est en point de vue interne, donc on est avec les personnages et ce sont eux qui s'expriment, eh bien, il fallait pouvoir trouver la voix de ces personnages et cette voix, ça ne pouvait pas être la même que celle du- de- d'un personnage de notre monde à nous. Donc, il a fallu inventer cette langue. Et cette langue, elle se base, comme vous l'avez dit, sur deux principes, l'inclusivité et le neutre. Et pour ça, eh bien, j'ai pas tout inventé. Alors déjà, vous avez parlé du YEL. Je me suis basé sur les expérimentations existantes. Il y en a beaucoup. Au fond, il y a beaucoup de personnes actuellement qui travaillent sur ces questions-là. Il existe une linguiste qui s'appelle Alferat qui les recueille dans un ouvrage qui s'appelle Grammaire du français inclusif et qui donc collecte toutes les propositions qui sont faites par différentes personnes qui soit ne se reconnaissent pas dans la forme de la langue actuelle, soit essayent d'en imaginer une version qui soit plus inclusive. Et donc, je me suis beaucoup renseigné sur toutes ces recherches-là et je crois que ce que j'ai essayé de faire, c'est de normaliser, c'est-à-dire de trouver une règle qui soit parfaitement énonçable, avec une régularité. Et je crois qu'il y a un double mouvement là-dedans. Le premier, c'était que ça puisse être facilement compréhensible, et aussi, puisqu'il y avait cette audace-là de ma part d'écrire dans cette nouvelle langue, une façon aussi de me protéger, qu'on ne puisse pas me reprocher d'inventer quelque chose d'un peu farfelu et qui n'est pas vraiment de base. Et donc, c'est une nouvelle grammaire que j'ai voulu créer avec le minimum d'éléments possibles
pour qu'on ne soit pas trop perdu. Et ces éléments, il y a quelques lettres que j'ai utilisées, notamment le O, le C, et ce sont des lettres que j'ai choisies vraiment délibérément parce elles ont la rondeur organique de l'écriture que je voulais. Dans ce monde où les corps s'expriment, eh bien, j'avais envie que cette langue-là rappelle cette, euh, cette organicité des corps, qu'on ne soit pas dans des angles tels que le X enfin, le X est très présent dans les propositions de langue inclusive, de neutre notamment. Et j'ai voulu trouver une alternative qui soit plus ronde, qui soit peut-être plus aussi je sais pas, je trouvais que visuellement, la recherche a été pas mal visuelle, c'est ça. C'était visuellement que je la trouvais euh, peut-être plus harmonieuse. Voilà. Alors, vous avez lu un passage, et merci de cette audace, parce que je pense que vous êtes la première personne à lire en public une partie de ce texte. Et moi-même, j'appréhende un petit peu parce que je ne l'ai jamais fait. Donc j'ai essayé de formaliser les règles de prononciation, mais je me suis j'ai jamais vraiment affronté un public. Et si vous voulez, je peux essayer. C'est le moment. C'est le moment, Franck. Alors, c'est un passage, c'est le début du livre, et la langue il y a des petits passages, la langue reste accessible. Bon, il y a quelques petites pointes de, de nouveautés, mais c'est pas là que la langue est la plus chargée. Mon corps perce la surface, et dans ses ruissellements, le monde se dessine. C'est le vent du soir, tiède, confortable. L'appel des oiseaux vibre sur ma peau. À mes pieds, la prairie murmure. Je file sur le chemin de terre. Le tissu colle à ma poitrine. L'eau goutte dans mon dos. Je quitte la baignade pour rejoindre l'espace de partage des repas. Sous le ciel tombant, les temps s'étirent. Les baigneuves jouent, plongent, trempent. Une grappe d'adultes dort dans un coin. D'autres plus loin s'apprêtent à s'assoupir. J'envie le répit qui les cueille, ce repos qui me refuse, toujours. Le vent me porte, les feuilles des arbres frissonnent. Les yeux mi-clos, je savoure le mouvement sur mon corps, la sensation. Pour une respiration encore, j'oublie. J'arrive à l'espace de partage des repas. Sur son toit, les maréchaux du moment s'activent. L'âme s'agite plus que nécessaire. Hall pleure l'âme de ses proches. Les autres l'entourent avec tendresse. Sur les racines revêches, les mains s'affairent ensemble. Excusez-moi. À l'intérieur, les bruits des corps emplissent l'espace, envolés de membres, de gorges, de chair. La lumière filtre par les grandes ouvertures. De larges tables, des fauteuils variés, tout type d'assises et d'appuis. À mes oreilles, la caresse des sons remplace celle de l'herbe et du vent sur la peau. Dans les coins, les cuisiniers se lancent des rires et des cris. La foule est là, comme toujours, partout. Variété de peaux nues, de formes, d'étoffes et de couleurs, d'impulsions, d'émotions. Adolescents et adultes, tous se délaissent, se délectent. Mon corps glisse entre les êtres. Je traverse cette image mouvante où jamais je n'apparais. Mon corps est libre, mais ma poitrine se serre. Comment? Comment suis-je le seul être avec ce trouble? La seule que personne ne remarque. Ma main cherche l'épaisseur du mur, mon corps se rétracte. Aux tables, sur les fauteuils, certains adultes dorment déjà. Les autres s'alimentent dans toutes les positions. Quelques-uns dansent et servent les adoles grâce à leur préhensile. Les ados-enfants mangent, courent, jouent. Leur regard me provoque, leur bousculade me moque. Je veux les rejoindre, mais je sais que c'est impossible. Rien en moi ne s'accorde avec eux. Déjà, le groupe s'enfuit vers l'extérieur. Merci, Franck. En vous écoutant, on pense, alors je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous avez pensé, mais c'est à Tolkien. Avec ces C en finition, Touk, on a l'impression qu'il y a cette langue qu'il a aussi créée lui aussi, mais
il y a quand même, j'ai l'impression que véritablement, en vous écoutant, ça m'a frappé, pas forcément en lisant, mais en vous écoutant à lire à haute voix, et on s'est posé la question dans le chat pour savoir si si ce livre pouvait être lu à haute voix ou pas. Alors, sur l'intégralité, ça peut être plus délicat, mais sur certains passages ou un chapitre par jour, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut lire à haute voix? Je pense que nos deux lectures ont permis quand même d'avoir un point d'accès. Je pense que c'est vraiment intéressant de l'entendre à haute voix. Mais est-ce que Tolkien a été cette inspiration aussi, une inspiration particulière ou pas? Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un véritable rapprochement. Est-ce que vous êtes le descendant du légendaire Tolkien? Alors, si je le suis, c'est vraiment à mon corps défendant, puisque je dois reconnaître que je n'ai jamais lu Tolkien. Eh ben voilà. Et David est voilà. en Et train de faire un David, AVC. je On suis va appeler les pompiers tout de désolé. suite. Ouais, désolé pour le coming out. Non, mais par contre, je pense que il y a une démarche analogue. Alors, quand je fais des analogies entre les auteurs, c'est pas pour dire qu'ils sont de la même importance. Voilà, Frank sera un jour d'une très grande importance, mais il n'a pas encore l'importance de Tolkien. Voilà, mais c'est simplement que là où Tolkien, je pense, c'est un des très 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 grands auteurs d'imaginaire, c'est qu'en fait, il montre que si on parle d'un autre monde que le nôtre, on ne peut pas en parler avec les mêmes mots que les mots de notre quotidien. Et quand Tolkien crée des mondes, en fait, avant d'écrire ces romans qui se passent dans ce monde, il crée le monde et il le crée d'un point de vue historique, mythologique et linguistique. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu de vue parfois dans la science-fiction ou la fantasy, mais qui est pourtant une évidence complète. C'est qu'en fait, ces autres mondes, il faut que les êtres qui les peuplent pensent différemment, parlent différemment, et c'est la promesse initiale de cette étrangeté. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de lire de la science-fiction de la fin du 19e siècle, mais c'est toujours cocasse que les gens de 1891 inventent l'an 2000 et que l'an 2000, inventé en 1891, il ressemble beaucoup à 1891 quand même. Et c'est logique d'une certaine façon parce qu'on peut toujours dire que la science-fiction, l'imaginaire parle en fait de notre propre monde. Donc voilà, mais c'est vrai que je suis parfois étonné par le fait que cette question de la nécessité d'inventer un autre monde et une autre langue surtout, ce soit... mais même, on voit en 50 ans, la langue de Frank Herbert dans Dune, c'est plus la langue américaine contemporaine. C'est... Voilà, et donc, je trouve ça... Enfin, et en plus, ce que je trouve très intéressant, c'est que sur les dernières années, en littérature francophone d'imaginaire, il y a eu pas mal de romans qui ont été écrits en écriture inclusive. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que c'était des textes euh, qui étaient liés à un souci immédiat d'inclusion qui est le débat contemporain qu'on a. Et donc, c'est une écriture inclusive qu'en fait, on connaît déjà, parce que c'est celle qu'on peut croiser dans certains journaux ou qui va faire débat dans la rubrique idée du Figaro, par exemple, qui est finalement, c'est la rubrique idée du Figaro qui parle le plus de langue inclusive en France. Hein. Vraiment, c'est pas. Voilà. Tandis que la langue inclusive chez Franck, elle vient d'une démarche qui est assez différente, c'est-à-dire qui est une démarche de réflexion sur un texte de science-fiction dans un monde imaginaire. Et donc, c'est une langue, certes, inclusive entre guillemets, mais qui est très différente de la langue inclusive qu'on débat actuellement. Voilà, c'est une langue inclusive qui est certes nourrie de lectures théoriques que Franck a pu avoir, mais en fait c'est une langue inclusive extrêmement originale que moi je connaissais pas et en fait ça a fait penser parfois à des comment dire, à une expérience que vous avez peut-être tous et toutes faite, c'est que euh, votre cerveau recompose très vite du sens. Parce que l'être humain, c'est un esprit qui est issu de l'évolution et qui s'adapte à son environnement. Si on vous met dans un environnement où l'orthographe a été changée, bah, au début, vous hurlez, vous résistez, et en fait, au bout de 20 pages, vous êtes complètement à l'aise dans la nouvelle écriture. Parce que l'esprit humain s'adapte. Voilà. Excepté peut-être pour Et les dyslexiques. Je suis pas sûr que... oui, mais parce que non, le problème, c'est que la difficulté des dyslexiques, c'est qu'en fait, ce qui les fait souffrir, c'est pas la dyslexie, c'est la norme sociale qu'on leur impose.
C'est comme ce qui fait souffrir. Alors certes, quand quelqu'un est porteur d'un handicap, il a d'abord son handicap comme source de souffrance, mais la deuxième souffrance, qui est parfois tout aussi grande, voire plus grande, c'est pas que vos jambes ne marchent pas, c'est qu'en fait, il y a une marche d'escalier pour entrer dans la librairie. Voilà, et la marche d'escalier pour entrer dans la librairie, c'est bien une construction sociale. C'est pas, enfin, elle est en béton, donc c'est une construction sociale très rigide, mais ça reste une construction sociale. Donc, les en fait, ce qu'on impose aux dyslexiques ou à aux dyspraxies ou aux personnes qui ont besoin de lire du français facile, c'est qu'on leur impose une norme qui est pas toujours complètement nécessaire. C'est tout le débat sur la norme depuis le 19e siècle, c'est est-ce que le but de la norme, c'est de créer du collectif ou c'est de créer des rapports de domination au sein de la société. Et c'est un grand sujet de la science-fiction, ça, parce que la science-fiction, c'est la création de la fin du 19e siècle, c'est la création de l'âge victorien, qui est l'âge qui met le monde entier en ordre, qui mesure les choses, et voilà. Et là, je sens que je vais encore m'éloigner du sujet, donc Franck, je te rends le micro. Voilà. Mhm. Oui, alors je viens de découvrir les quelques messages laissés par les personnes qui assistent à l'échange et quelqu'un qui parle de coquilles, qui dit qu'on a parfois l'impression de coquilles. Et alors c'est vrai, notamment au début du roman, j'ai eu beaucoup de retours comme ça, de gens qui m'ont dit, mais c'était bizarre parce qu'au début, j'ai vraiment eu l'impression que le livre n'avait pas été relu et qu'il y avait beaucoup de coquilles. Et puis après, j'ai compris. Et aussi, c'est des personnes qui m'ont dit, bah, au fond, c'est vraiment étrange au début, mais assez rapidement, on s'y fait. Et cette langue, on l'accepte, on la fait nôtre. Et ça m'a fait plaisir parce que c'était vraiment l'objectif, c'était qu'on puisse rentrer à la fois dans l'univers du roman, dans la trajectoire des personnages, et aussi dans leur langue qui ne pose plus de problème finalement. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que euh, la correction, c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend des compétences et donc qui coûte cher. Et c'est vrai que parfois, c'est très, très difficile dans l'édition de réussir à faire une première édition d'un livre qui est nickel. C'est ce qui est gênant, c'est qu'en fait, souvent, on a appris à lire dans des éditions de poche et on ne se rend pas compte qu'une édition de poche, c'est peut-être la cinquième, sixième, dixième, vingtième édition d'un texte et que donc, les corrections ont été apportées après, mais que si on repart vers la première édition, on trouve parfois des coquilles. Ben, il s'avère que ce texte de Franck, c'est le texte qui a été le plus relu de l'histoire des Fanches, puisqu'on a été 6 à faire l'orthotypo dessus, et parce que justement, on voulait éviter qu'on puisse nous faire des reproches sur ça. Et ma petite anecdote, c'est que comme il est déjà arrivé que sur les premières éditions des Forges, il y ait des coquilles, j'ai une libraire qui nous aime beaucoup, dont je ne donnerai pas le nom parce qu'elle n'aimerait pas que je le donne, mais qui, chaque fois qu'elle reçoit un de nos livres, dès qu'il y a une coquille, elle m'envoie un SMS. Et c'est à la fois agréable d'être l'objet de cet intérêt, mais c'est un peu douloureux de se rendre compte que la perfection est quelque chose d'inaccessible. Et il y a quelques semaines, j'étais en réunion, et quand je rallume mon téléphone, je vois qu'elle m'a envoyé plein de SMS. Et le premier SMS, c'est David, y a une malfaçon dans ton livre, il faut vite arrêter l'impression. Je ne sais pas si tu as imprimé tout ton stock, mais page 3, il y a un mot, il y a marqué Benioff. Et donc, il y a un problème, il y a un problème. Puis je vois le deuxième SMS, parce que je les reçois tous d'un seul coup, c'est attends, le troisième SMS, ah, j'ai compris. Hein. Et le quatrième SMS, c'est mais c'est génial ce roman. Et voilà, donc moi ça m'a rassuré quand même. Mais c'est vrai que j'ai vu les 4 étapes de la panique, l'interrogation, le début de compréhension et après la joie de la lecture. Voilà. Ça, c'est génial comme anecdote parce que je suis persuadé que ça va arriver à beaucoup de monde. Oui, Ça m'est oui. arrivé aussi, clairement. Hein, je vais l'avouer aussi. J'ai commencé à entourer des mots. Je me suis dit, OK, OK, pourquoi pas. Et puis après, évidemment, on comprend très vite, mais ça peut perturber. Clairement, ça peut perturber. On va prendre une petite photo de groupe avant que je vous pose une autre question sur la langue de Sandra qui a posé une question.
Allez, c'est parti pour la photo de groupe. 3, 2, 1. C'est bon. Alors, Sandra a posé une question aussi intéressante sur la question de la langue. Elle est particulièrement concernée. Est-ce que c'est justement une langue, Franck, que vous avez créée pour un usage unique? Ou est-ce que vous envisagez de l'employer à nouveau, soit dans un autre roman? J'ai cru comprendre que non, puisque une fois que le roman est terminé, on passe vraiment à autre chose. Ou alors, est-ce que vous espérez que cette nouvelle langue soit potentiellement dérivée, qu'elle s'approprie à d'autres finalement? Est-ce que vous avez aussi envie que d'autres puissent s'approprier cette langue et potentiellement la commercialiser? Non, je plaisante. Mais en tout cas, est-ce que vous souhaitez en faire quelque chose d'autre? C'est une très bonne question et je me la pose tous les jours, à vrai dire. Parce que tous les jours, je suis confronté à des situations où je suis dans l'embarras de ne pas avoir la forme qui serait la plus pratique, la plus juste et la plus concise pour exprimer certaines choses. Et donc, finalement, cette langue, eh bien, je suis amené à l'utiliser dans ma vie. Alors, je suis toujours un petit peu hésitant parce que eh bien, ça dépend des personnes avec qui je me trouve ou à qui je m'adresse. Je sais qu'il y a tout un tas de personnes qui sont disposées à accepter, à comprendre, qui sont peut-être un peu au fait aussi de mon activité et donc qui vont pas, qui vont peut-être trouver ça un petit peu étrange, mais qui vont accepter. Et puis il y a peut-être d'autres où je suis plus, disons, je suis plus timide parce que je ne sais pas quel est leur positionnement sur d'éventuelles nouveautés dans la langue. Mais quand même, moi, je suis quasiment chaque jour mu par un mouvement qui me pousse à l'utiliser. Alors, quant à savoir si je l'utiliserai dans un nouveau roman, eh bien, c'est une vraie question. Je crois que cette langue, elle avait vraiment toute sa pertinence dans ce roman-ci. Il me semble que pour un roman prochain qui serait pas un roman de science-fiction, eh bien, pour pouvoir l'utiliser, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus diffusée, qu'elle existe un peu plus hors de ce roman, qu'elle connaisse une communauté de locuteurs, par exemple, ou de locutrices, enfin de locutrèves, du coup, puisque c'est cette langue qui serait utilisée. Euh, c'est une très bonne question et je ne cesse de me la poser. J'aimerais qu'elle puisse être diffusée et en même temps, j'ai bien conscience que c'est une proposition qui reste littéraire et donc qui est adaptée à un projet précis de littérature dont certains des choix ont été faits pour leur aspect visuel, j'ai quand même essayé de faire en sorte que ça puisse être prononçable et le plus simple à apprendre possible. Mais dans le fond, ce qui guide la langue, c'est l'usage. Et c'est aussi une question qui se pose d'ailleurs dans ce roman, c'est-à-dire que alors on va essayer, je ne voudrais pas dévoiler trop de cette langue, mais la création de cette langue interroge aussi. Comment est-ce qu'elle est née, qui l'a créée, pourquoi, comment. Et donc, voilà, je crois que ça reste l'usage qui doit guider l'évolution d'une langue, même si pour l'instant, dans l'usage actuel, eh ben, je ne me retrouve pas tout à fait pour certaines situations. Donc, mon espoir secret, évidemment, d'écrivain égocentré, c'est que tout le monde lise le roman, le trouve génial et adopte cette langue, bien sûr. Mais voilà, vous serez les seuls à qui j'oserais l'avouer. Très bien. Alors, je reviens à une question que je vous ai posée tout à l'heure, mais qui est passée un petit peu outre, parce que j'en ai posé quatre autres en même temps. Oui. Ça m'arrive régulièrement quand je suis un peu exalté. C'est sur la notion de passage, de témoin, de conflit de génération presque, puisque vous écrivez, et je vais citer deux passages qui se rejoignent. Les mots me viennent, puisés d'une source profonde, inexplorée, pour tisser ce réseau intermédiaire qui fait le lien entre le monde et moi, entre moi et l'adole. Et ensuite, un petit peu plus loin, tout comme à moi, les adoles restent hermétiques aux adultes. Qu'est-ce que ça dit aussi de Franck Thomas alors?
évidemment, chaque intervieweur a son œil de lecture. Peut-être qu'il y a des choses qui vont me frapper plus que d'autres, mais en tout cas, ça dit quelque chose aussi du roman sur ce conflit de génération actuel et depuis X années finalement, cette difficulté de dialoguer, cette difficulté euh, d'interagir avec un adolescent quand on est un adulte, la difficulté de pénétrer dans un nouveau monde finalement. C'est un nouveau monde, clairement. Je n'ai pas d'adolescent, mais peut-être que certains ici, oui. Mais c'est une question de langage, clairement. C'est aussi une question de langage, de s'approprier le langage de l'autre, de l'écouter, de le comprendre. Qu'est-ce que ça dit de l'écrivain quand vous écrivez cela? De l'écrivain ou de la personne? Bon, les deux, ça dépend de ce que vous voulez dévoiler. Peut-être que ce que je peux dire, c'est que l'adolescence n'a pas été une période particulièrement joyeuse pour moi. En tout cas, c'est pas là où j'ai eu le sentiment d'être le plus épanoui, et c'est peut-être pas très original de dire ça. Avec le recul, euh, je crois que l'enfance, c'est quand même l'espace du jeu, de l'insouciance, de la découverte et de l'imaginaire, énormément. Je crois que moi, il y a vraiment c'est l'imaginaire qui a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit des histoires. Et ce plaisir-là, eh bien, avec le passage à l'âge adulte, il y a d'autres considérations, d'autres exigences, d'autres responsabilités. Tout d'un coup, le monde s'agrandit énormément, ça crée un certain poids sur nos épaules. Et eh bien, l'adolescence, c'est ce moment de transition-là. Et comment est-ce qu'on peut continuer à garder cet imaginaire avec qui nous nourrit, avec lequel on joue, et qui est aussi une manière de regarder le monde, au fond, dans ce corps d'adulte qui a des responsabilités, la mesure plus précise du monde et comment dire, de sa noirceur. Et comment est-ce qu'on garde cette insouciance-là, ce moteur créatif qui permet d'aborder le monde et d'aborder les autres aussi. Je crois que dans ce roman, il y a une place très forte de la question du lien. Qu'est-ce qui fait lien? Comment on fait lien? Et qu'est-ce que ça fait de nous? La place de l'empathie, voilà, sans en dire plus. Et donc, c'est toutes des questions qui sont cruciales au moment de l'adolescence parce qu'il y a ce moment de bascule. Le corps change énormément. On ne sait plus vraiment qui on est, c'est comme si on était projeté dans un monde différent. On peut plus vraiment continuer à être celui qu'on était ou celle qu'on était, et on est amené à devoir être quelqu'un d'autre. Et on ne se reconnaît plus du coup. Voilà, ce personnage-là que je mets en scène dans ce roman, il est à ce moment de bascule-là. Il ne sait pas, le personnage ne sait pas qui il est, qui elle est, et ne comprend pas le monde dans lequel elle vit. Et tout ça va lui demander du temps, une traversée, vraiment un périple pour partir à la rencontre du monde et d'elle-même. Et en fait, partir à la rencontre de l'autre. Un certain personnage dit même qu'on est au-delà d'Orwell. D'ailleurs, ça m'a intéressé cette phrase-là où justement vous allez au-delà de tout ce qui se fait finalement dans la science-fiction, dans la parodie, dans la satire. Finalement, tout à l'heure, David disait que celui-ci n'était peut-être pas satirique. Moi, je l'ai trouvé quand même très satirique. À certains endroits, en tout cas, par certaines petites touches, notamment peut-être la retraite à 70 ans et tant d'autres. Il y a des petites phrases qui sont quand même glissées pour déconstruire notre monde aujourd'hui. Et ma question en découle. Dans quel monde vous aimeriez vivre, Franck? Ah, wow, j'ai pas du tout de réponse à cette question. Euh, Moi, je crois que ah, c'est pas tellement. Le langage, vous avez déjà répondu. Vous avez dit qu'en effet, vous utilisez déjà ce langage et donc que vous aimeriez que tout le monde le lise. Donc sur la question de langage, c'est résolu. Mais sur la question de l'univers, sur la question de l'environnement, sur la question de tout ce qui est attrait et tout ce qui est autour de vous finalement, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette société ou au contraire, écrire ce roman notamment?
vous permet d'imaginer un monde meilleur, un monde utopique, un monde qui finalement serait meilleur pour vous et pour tout le monde? Alors, évidemment que c'est une manière de proposer autre chose. Et, mais j'ai pas du tout de réponse quant au monde, quant à la forme, à la nature, à l'organisation que devrait prendre le monde pour être meilleur, comme on dit. Et je crois d'ailleurs que dans le fond, c'est les personnes qui savent très bien, qui prétendent savoir exactement ce que devrait être le monde, qui sont les plus dangereuses. Parce que, elles nous emmènent, elles sont guidées par une vision qui ne pourra pas être celle qu'elles avaient au départ et dont la mise en forme sera forcément décevante ou cruelle ou je ne sais pas quoi d'autre. Et donc, ce qui importe, c'est pas tellement de se dire c'est ce monde-là qu'il faut mettre en œuvre, c'est la question, c'est comment. Et d'ailleurs, alors peut-être que je peux révéler que dans le roman, quand le personnage principal se pose des questions, elle se demande jamais pourquoi, elle se demande comment. Et dans le fond, c'est comment est-ce que nous, on peut mettre en œuvre, en tant qu'être humain, en tant que société, en tant qu'individu, chacun, on peut, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut agir pour qu'un monde désirable pour tous et pour toutes advienne, sans préjuger de la forme, l'organisation que devrait avoir ce monde. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des visions, des idées, des envies, mais c'est vraiment la forme du lien qui importe le plus. Et comment est-ce qu'on met en œuvre ce lien? Dans le fond, le monde, il sera toujours à notre image. Et donc, c'est comment on se comporte qui va construire le monde dans lequel on voudra vivre. Si on arrive à trouver une manière d'être chacun, chacune et ensemble qui permettent la liberté et la solidarité et la delphité, eh bien, il n'y aura pas de question à se poser sur la forme que prendra le monde. Et je vais citer un passage qui est en lien aussi avec cela, qui va sûrement plaire à David, lui le philosophe. La tristesse, c'est que les Américains ont voulu imiter l'Europe et on a vu le résultat. Comme si la recherche du compromis avait jamais amené autre chose que le déclin. Fuck it. Regarde le monde d'aujourd'hui. Les Chinois ont réussi ce que les USA ont toujours tenté sans succès. La paix et la prospérité, ça ne se décide pas avec des bulletins de vote. Il faut savoir imposer le bonheur parce que personne n'est prêt à l'accepter. Cette phrase, là, cette dernière phrase, elle est fascinante, terrible et peut-être un peu angoissante. Elle est géniale, cette phrase, parce qu'en effet, je trouve que il faut savoir imposer le bonheur parce que personne n'est prêt à l'accepter. Est-ce qu'on est dans une société finalement décliniste qui n'ose même plus approcher cette notion de bonheur alors qu'aujourd'hui, toutes les tables de librairie sont totalement dévouées au développement personnel? Alors, c'est difficile de parler de cette phrase En sans expliquer contextualité, juste. le contexte dans lequel elle est prononcée, mais la question du bonheur, encore une fois, je pense que les manuels de bonheur qui expliquent ce qu'est le bonheur et comment est-ce on pourrait le trouver ou le créer, bah, posent la mauvaise question. Le bonheur, déjà, il n'existe pas en soi. C'est qu'est-ce qui, par exemple, à titre personnel, mon bonheur, c'est les moments que je partage avec les êtres que j'aime, que les ou que je rencontre. C'est des moments fugaces, c'est cet état de magie qui vient de la rencontre avec l'autre. Et je crois que le bonheur, en fait, c'est toujours dans l'interaction. Dans l'interaction, ça ne veut pas dire que c'est pas, ça peut pas être quelque chose qu'on garde une fois qu'on est seul, mais c'est par le lien à l'autre que on peut trouver véritablement
du sens, le mot est peut-être un peu fort, mais un apaisement, une sérénité, une certaine joie aussi. Et voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'après, je vais partir dans des considérations. Mais imposer le bonheur, alors, dans le contexte dans lequel cette phrase est écrite, c'est une critique assez forte de certaines politiques, on va dire, par exemple nord-américaines, où vous voyez cette vision et cette idée que il est possible de savoir pour l'autre ce qui est bon pour lui ou pour elle. Et ça, c'est jamais vrai. Ça marche jamais. Très bien. Et en très bon auteur de science-fiction que vous êtes, vous nous donnez aussi quelques des petites choses qui pourraient arriver potentiellement un petit peu plus tard. Je pense notamment à savoir si son conjoint est infidèle, les fameuses tortures mentales et la peur du mensonge. Je pense à cet entretien d'embauche notamment aussi, où vous allez être persuadé d'avoir le bon candidat et non pas un mercenaire d'un concurrent sous couverture. Euh, où c'est, enfin, finalement, comment vous arrivez à créer de nouvelles choses, à envisager l'avenir, à créer des thématiques ou en tout cas des objets, des choses finalement qui nous concernent aujourd'hui un petit peu tous, mais que vous arrivez à imaginer, à créer, ou se crée l'imaginaire d'un auteur de science-fiction? Est-ce que c'est à Euh, travers la satire, la critique de la société actuelle, les dérives de la société actuelle, peut-être? euh, oui, oui, en tout cas, dans ce roman-là, pour le passage que vous citez, ça n'a pas été très compliqué. C'est juste de tirer le fil de ce qui existe déjà. En réalité, je ne suis même pas vraiment sûr que ce soit de la science-fiction. Il n'est pas impossible que ça existe déjà aujourd'hui. Euh, la- L'invention dont vous parlez a été créée en Chine, et en Chine actuellement, il y a des développements qui sont à la fois très impressionnants et extrêmement effrayants dans les domaines du contrôle des flux mentaux pour pouvoir les identifier, les maîtriser. Voilà, je suis pas certain que ce soit encore de la science-fiction. Et j'ai pas cité le nom de cette machine, clairement parce que c'est imprononçable là pour le coup. Inclusion ou pas inclusion, c'est imprononçable pour moi. J'aimerais que vous nous parliez de l'avenir, justement. Je pose toujours cette question-là. Alors là, évidemment, c'est une question qui tombe à pic puisque je vous projette en 2074 dans 50 ans et je vous demande finalement comment est votre environnement. Et ça rejoint aussi un petit peu ma question de tout à l'heure sur où voulez-vous vivre finalement, Franck Thomas, dans 50 ans, que voyez-vous autour de vous? J'ai envie de dire, lisez le bouquin et vous aurez la réponse. Vous croyez fortement, est-ce que tous les auteurs de science-fiction croient forcément à leur version, à leur littérature et en tout cas à leur roman? Est-ce que c'est vraiment ce que vous imaginez dans 50 ans? Alors, en réalité, ce que j'imagine dans 50 ans, enfin, oui, c'est vraiment ce que j'imagine dans 50 ans, parce que ce que j'imagine, c'est-à-dire que c'est une des versions possibles Passion. de ce que j'imagine dans 50 ans. Et en réalité, je ne me projette pas dans 50 ans. Parce que selon mon humeur du jour, ça va être une dystopie encore plus noire que toutes celles qui existent déjà. Ou bien si j'ai envie de faire complètement abstraction de ce pessimisme, ça va être une utopie totale. Et ce qui m'intéresse, et d'ailleurs, alors je ne sais pas s'il faut révéler encore peut-être un nouvel élément de ce roman, le- la- une des contraintes que je me suis mise à l'écriture, c'est que dans tout le fil narratif du personnage principal, la conjugaison n'est qu'au présent. Tout ne se passe qu'au présent. Il n'y a pas un verbe qui est composé autrement qu'au présent. Et
c'est aussi un petit peu, alors là, je remonte sur le divan, c'est un petit peu aussi ce que je m'efforce de faire aujourd'hui, enfin, dans ma vie de tous les jours, être capable de vivre au présent et d'être dans l'intensité du moment, dans l'intensité des rencontres, des échanges. Je crois que j'ai beaucoup vécu dans la nostalgie du passé, les regrets et dans l'angoisse du futur. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment jamais rien apporté, qui m'a, si, beaucoup d'angoisse, beaucoup de tristesse. Et j'ai envie, notamment dans ce roman-là, le projet de ce roman, c'était d'être dans une démarche de proposition. Et je crois que dans ma vie, j'ai envie d'être dans une démarche de proposition, d'action euh, et d'échange, comme aujourd'hui. Très bien. Il y avait une question dans le chat qui est passée rapidement, je ne sais plus qui l'a posée, mais on vous posait la question sur le projet de traduction en langue étrangère. Alors évidemment, ça risque d'être, alors c'est très récent parce que le livre vient à peine de sortir il y a même pas 15 jours, mais est-ce que c'est quelque chose serait possible matériellement déjà? Parce qu'il ne suffit pas juste d'ajouter des lettres. C'est ça qui est quand même plus compliqué, c'est que on pourrait très bien l'imaginer dans une autre langue, mais ça voudrait repenser totalement la langue. Et là, est-ce que les traducteurs ont la capacité de le faire? Je ne sais pas. Dites-moi. Alors, moi, je suis pas traducteur, donc et c'est une question que je me suis posée effectivement en écrivant dans la part hyper mégalomaniaque de moi qui me dit ah il faut que ce soit traduit dans toutes les langues de la terre. Je sais pas. Volontairement en écrivant, j'ai j'ai fait taire en moi cette question-là parce que je voulais pas qu'elle vienne influencer la création de la langue, l'écriture. J'avais envie d'être dans de garder toute la possibilité d'expression dès le départ. Est-ce qu'un traducteur, une traductrice serait capable de le faire? Oui, j'imagine, parce que ces gens sont, enfin, certaines de ces personnes sont très très fortes. Je pense que c'est un défi qui, à mon avis, pourrait beaucoup intéresser. Est-ce que les éditeurs seraient prêts à lancer cette aventure? Je ne sais pas. Peut-être que David, qui a plus l'expérience de travailler avec traducteurs et traductrices, pourrait mieux répondre que moi. Je pense que sur la partie est-ce que des traducteurs, traductrices sauraient faire, sans doute parce que il y a des traducteurs, traductrices qui sont vraiment à la recherche de challenge. Ah oui, dans le chat, Sophie Paton parle de Henning Marcher, qui a été traduit, si je me souviens bien, par Anne-Sylvie Massel, et qui était un texte qui en anglais était extrêmement difficile. Enfin, difficile à transcrire. Et en fait, il y a eu un effort de recréation. Et je pense qu'il y a des traducteurs, traductrices, cette idée de recréer dans la langue cible, c'est quelque chose qui les intéresse. Après, il y a un autre aspect qui est vraiment la prose de l'édition, c'est que l'imaginaire, c'est une petite partie de la fiction. C'est-à-dire c'est autour de 6 à 7 dans la plupart des pays européens, par exemple, de ce qui est publié en termes de romans. Donc en fait, c'est un secteur qui est économiquement assez petit. Et donc le défaut des secteurs petits comme ça, c'est qu'ils ont moins de sous. Et donc ils sont moins ambitieux en termes de traduction, avec une particularité de la science-fiction et enfin, de l'imaginaire en général, c'est que c'est très dominé par les anglo-saxons. Donc en fait, les traductions existent, mais dans tous les pays européens, en fait, quand on regarde comment fonctionne le rayon imaginaire en Pologne, en Roumanie, en Grèce, en fait, il y a les auteurs locaux et des auteurs américains. Et les autres langues sont peu traduites. On traduit peu en France la science-fiction allemande, on traduit peu la fantaisie italienne. Et de la même façon, je parlais d'Alain Damasio. Alain Damasio, c'est l'auteur de science-fiction, enfin, d'imaginaire le plus lu en France. Parmi les francophones, Alain Damasio n'est pas traduit. Voilà. Mais j'en profite pour dire quand même que le cycle de la Tour de Garde est traduit en italien chez un très très grand éditeur italien, éditeur de Harry Potter et de la Croisée des Mondes. Et
Et c'est assez fascinant. C'est juste un point de détail, mais ça a un écho avec notre conversation. C'est que ceux qui ont lu ou qui ont entendu parler du cycle de la Tour de Garde savent peut-être que c'est l'histoire de deux villes et l'une des deux villes est très inspirée de Sienne. Et on s'est rendu compte que quand la traductrice a traduit du français vers l'italien, bah elle pouvait pas recréer Sienne puisque c'était très étrange. Voilà. Donc finalement, elle a gardé quelque chose de très franchouillard que dans cette ville, dans cette ville imaginaire qui était elle-même inspirée de Sienne. Donc voilà, mais c'est toute la magie de la traduction qui est à la fois un équilibre entre quelque chose qui est très très intellectuel et quelque chose qui est finalement très lié à des contraintes matérielles et financières. Et j'avais donc une dernière question, Franck, sur cet auteur méconnu que je cherche chaque semaine avec chaque auteur. Qui avez-vous eu envie de mettre en avant ce soir? Parce que je lis, évidemment, tout à l'heure, vous disiez que vous n'aviez peu lu de science-fiction, et je lis dans les remerciements quand même que la majorité des auteurs cités sont des auteurs de science-fiction, que ce soit Philippe K. Dick, Delany, James Cameron, River Solomons. Neil Stephenson, Ursula Le Guin, bref, il y en a d'autres. Stanislas Lem, qui a été cité tout à l'heure par David. Il y a Tarkovsky en dehors, il y a Nancy Houston et Paul Ricoeur. Ça fait quand même des personnalités totalement différentes, un champ littéraire totalement différent, et je trouve ça très intéressant. Quel auteur avez-vous choisi de faire revivre ce soir? Ou quel livre? Oui, alors peut-être juste pour expliquer pourquoi il y a quand même beaucoup d'auteurs et d'autrices de science-fiction dans les remerciements. C'est que une fois que j'essaie d'essayer de rattraper mon retard, et donc D'accord. j'ai beaucoup lu pour pouvoir déjà m'assurer que cette histoire n'avait pas déjà été écrite, et puis pour être un petit peu plus assuré aussi dans cette traversée, quoi. Mais ce soir, le livre que j'ai envie de vous présenter, c'est pas du tout un roman de science-fiction, c'est un livre de poésie qui est celui-ci. Ça s'appelle Par les pots. Alors, je vois, attendez. Hop, c'est ça, c'est bon. Et Ça parfait. s'appelle Par les pots de Sabine Huyn. Et c'est donc un ouvrage qui est illustré par Philippe Agostini. Et ce sont des petits blocs comme ça de poésie. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre? Parce que c'est justement une langue du corps, une langue de la sensorialité, de la chair, de l'émotion, de la sensation. Euh, et, et voilà, je trouvais que c'était un bel écho au roman Le Point aveugle. Et je peux même vous lire un petit extrait, enfin une petite Super. strophe si ça vous Très intéresse, bien. parce que je la trouve particulièrement belle. Viens, nous connaissons l'eau, la pluie nous attend. Elle coulera de nos fronts, à nos yeux, à nos lèvres, à nos coups, pour disparaître là où nos mains iront chercher le chaud et le brûlant des corps, où nos langues iront laper la source d'un monde recommencé. Viens, c'est fortune de mer, c'est éternel. Ça vole papillon partout, dessus, dessous, dedans, ça entre et sort, et n'arrive et n'appartient qu'à nous. Viens. Très bien, Franck. D'ailleurs, c'est rare, un scénariste poète. Les deux métiers sont, on va pas dire quasiment aux antipodes, mine de rien, mais quand même sur la langue, sur le temps qui doit être un petit peu plus diffus, un petit peu plus patient. Les scénaristes sont quand même soumis à des cadres, à des normes, à des délais. La poésie prend davantage corps et terre dans la patience ou dans le regard de l'autre, mais justement, cette poésie-là, est-ce que vous avez envie d'en faire quelque chose? Parce que le point aveugle, c'est poétique aussi. On n'a pas assez parlé de la langue poétique du texte, mais c'est une poésie différente, singulière, mais on sent chez vous une âme de poésie, de poète. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire dans les prochaines années? Euh, Moi, je suis pas enfin, j'aime beaucoup la langue poétique, mais j'ai vraiment un besoin de narration. Et donc,
dans le fond, ce roman, c'est la rencontre des deux. C'est la possibilité d'avoir une dramaturgie très construite et, j'espère, prenante, et une langue poétique, pleinement poétique, vraiment poétique, qui embrasse cette poésie. Et alors, c'était un peu la tentative de faire se rencontrer ces deux volontés-là. J'espère que ça marche. Et alors, cette dernière question m'a amené sur une suivante. C'est sur ce sur quoi vous êtes en train de travailler finalement. Le point aveugle a déjà été publié. Alors, évidemment, on va profiter du point aveugle, mais quand même, est-ce que d'autres choses se matérialisent dans votre esprit? Est-ce que des choses sont déjà finalisées ou pas? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un essai sur la langue? Pourquoi pas aussi? Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer pour les années à venir? Ou peut-être rien, tout simplement, et vous prenez le temps, en effet, de savourer le point aveugle. Alors, c'est une bonne question, parce que pendant longtemps, pendant l'écriture du point aveugle, et je me suis dit, OK, bon, là, c'était le dernier. Après ça, j'arrête. C'est trop dur. J'y arriverai plus. Je pense que déjà, si j'arrive au bout de celui-là, ce sera bien. Et peut-être que ce sera le dernier. Évidemment, euh, bah, j'ai eu envie de continuer. Et puis surtout, le travail avec David, parce qu'il faut préciser que donc, David a mentionné qu'on était six à le relire. En réalité, le travail de réécriture, de relecture, d'affinage du texte s'est étalé donc du 1er de septembre 2023 jusqu'à quelques jours avant la sortie. Et donc, on a traversé eh bien 7 mois, 8 mois de réécriture, d'échange, d'aller-retour. Pendant quelques temps, je venais toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine, dans les bureaux de la maison d'édition pour pouvoir travailler. On a d'ailleurs au début juste discuté, on a échangé, on a dialogué pour essayer d'aller à la rencontre de ce texte. Et donc, c'était un travail très, très intense, d'abord dans l'écriture solitaire, puis dans l'échange. Et quand même, ce travail d'échange, de rencontre qui était très, très agréable parce que la partie solitaire est très difficile. Et donc, quand on arrive à partager enfin avec d'autres qui sont passionnés aussi, eh bien, la fabrication de ce texte qu'on a porté depuis longtemps, c'est vraiment un très, très grand plaisir. Et donc, je crois que c'est ça qui m'a redonné envie de relancer, l'envie de relancer une écriture et de retrouver ce travail-là de collaboration, d'échange. Et pour répondre plus précisément à la question, oui, alors il y a un nouveau texte, un nouveau roman en projet qui n'aura rien à voir avec celui-là, qui sera pour le coup, a priori, beaucoup plus facile à lire, presque très facile à lire, et qui devrait jouer avec la forme du polar. Donc, vous avez en effet quasiment touché à presque tous les genres littéraires. C'est fort. Alors, c'est pas, je le décide pas, hein, mais là encore, c'est une histoire qui s'impose, enfin, dont la forme s'impose comme celle du polar, quoi. Très bien, très bien. Alors, il est temps de vous remercier tous les deux, David et Franck. Merci infiniment Merci à vous. pour ce temps et pour ces échanges si constructifs à chaque fois. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup, Anthony, et merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été là ce soir pour assister à cet échange. Au revoir tout le monde, bonne soirée. Au revoir. Au revoir à tous.